Vous êtes en direct avec Mr. Africa Live sur ACR TV depuis New York City. Et aujourd'hui, nous avons un programme très intéressant pour vous. Nous avons sur notre plateau un invité de marque. Nous venons de la communauté africaine de la diaspora des États-Unis d'Amérique. Son nom, c'est Papa Ali Ndao. C'est un grand spécialiste sur plusieurs domaines, sur le plan de l'économie, sur le plan bancaire, sur le plan relation avec les Nations Unies. En tout cas, les institutions, n'est-ce pas, qui contribuent au développement de ce monde, plus particulièrement en Afrique et dans les Caraïbes. Et j'ai à mes côtés mon frère et ami, qui est Jean Béliard, que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui est très cultivé. Il a la culture, en tout cas, mondiale en ce qui concerne les affaires que ce monde traverse sur le plan politique, économique et culturel. Non, je ne vous flatte pas. Vous êtes cultivé, donc... vous maîtrisez très bien les relations internationales, les affaires politiques, et raison pour laquelle vous êtes, en tout cas, je suis parmi vos fans. Bon, Monsieur Ndao, c'est un bug-tiep, mais c'est quelqu'un aussi que j'admire. Il est très posé et c'est un patriote. Il ne court pas derrière le dollar. Il ne s'est pas vendu, en tout cas, aux politiciens pour avoir ses poches remplies et en oubliant son propre peuple ou ses voisins ou la diaspora. Donc, nous allons avoir un plateau très intéressant aujourd'hui. Nous allons discuter avec ces invités 3 à 4 crises, en tout cas, de la semaine. Parce que chaque semaine, il y a un événement. Donc, les médias sont là pour effectivement vous relayer les informations, ce qui se passe ici au sein de nous, de la diaspora et ailleurs, en Afrique, dans les Caraïbes et dans le monde. Souvent, nous venons avec des bonnes informations, des fois des informations très tristes et regrettables. Mais cette semaine, nous avons 3 à 4 crises que nous voulons discuter avec notre invité qui est Papa Ali Ndao. La première crise, c'est la crise de l'eau que le Sénégal traverse depuis bientôt 1 mois. La capitale sénégalaise a des problèmes en matière d'eau. Donc, l'eau ne coule pas comme il le faut. Il y a une crise extraordinaire. Il paraît que même les bouteilles d'eau manquent maintenant à Dakar. Et ce n'est pas tout le monde qui peut, en tout cas, acheter une bouteille de 10 litres à 1000 francs CFA ou plus. Donc, il y a des familles qui traversent des difficultés là pour cuisiner, pour se laver, pour tout, c'est l'eau. L'eau est la source de la vie. L'eau est la source de vie. Donc, ça, c'est une crise que Papa Ali Ndao a analysé, a fait une analyse et des propositions pour effectivement résoudre ces problèmes et que ces problèmes n'arrivent plus. La deuxième crise, c'est effectivement aussi la crise, n'est-ce pas, que traverse Haïti avec Saint-Domingue. Et donc, nous ne pouvons pas être là en parlant tout le temps à African Caribbean Radio and Television sans parler de ce qui se passe dans les Caraïbes. Et ce qui se passe là-bas, c'est une situation regrettable. Et Jean Béliard va nous développer sur cette crise, faire un développement sur pourquoi cette crise et comment résoudre cette crise. Alors, maintenant, l'autre dernière crise, c'est effectivement le problème de l'immigration. Le gouvernement américain shut down, comme on dit ici, et ça peut créer de retard, en tout cas pour ce qui concerne l'immigration, le bill, la proposition de loi d'Obama pour les immigrés, et ensuite son Medicaid. Et tout ça, c'est des crises de la semaine que nous voulons traiter avec nos invités. Et vous êtes là, vous qui êtes là-bas en train de nous écouter, que ça soit sur sur votre cell phone ou bien sur votre ordinateur, n'hésitez pas de nous appeler ici. Le numéro de téléphone pour écouter la radio par votre cell phone, c'est 857 232 0075. Je répète, 857 232 0075.
pour nous écouter. Et pour contribuer, pour participer, poser des questions ou des contributions, n'hésitez pas d'appeler 718 674 14 73. Je vous répète, 718 674 14 73. Vous pouvez nous appeler, poser des questions à nos invités et sur les 3-4 crises que nous allons développer ici. Maintenant, Jean, permettez-moi de dire à notre invité bienvenue. Vous êtes anyway, le maître de la maison, donc il faut l'accueillir comme à la tradition africaine et lui donner la parole. Et maintenant, il va nous faire son développement en ce qui concerne la première crise que nous allons traiter. Vous allez partager cette crise et avec aussi nos auditeurs et auditrices, la crise de l'eau. L'eau est tout pour l'être humain et même les animaux. Alors maintenant, Jean, vous avez le micro pour présenter notre invité. Oh, c'est à moi de me présenter, monsieur... C'est de lui donner la parole, c'est comme ça en Afrique. Monsieur l'invité, vous avez la parole. Merci, monsieur Bélier. Merci, Ogo. Merci, ACR TV. C'est un honneur, un plaisir d'être là, parce que je me sens en famille. Le problème de l'eau, l'eau est un problème important, parce que c'est un problème de souveraineté nationale, de sécurité nationale. Et en économie, on dit que bon, c'est un bien primaire. Et les biens primaires, généralement, l'État doit gérer ça de manière souveraine et essayer de développer une politique qui permettra aux populations d'avoir accès à cette eau et au moins à l'État de pouvoir rationaliser sa distribution et son utilisation. Donc ça, c'est d'un. Le problème qu'on a dans beaucoup de pays africains, c'est que bon, parfois il y a des problèmes budgétaires qui se posent et ils essaient d'utiliser l'eau, l'électricité comme des moyens de remplir leur caisse. Alors que là, on devrait penser autrement. Donc, la question qui se posait de savoir, est-ce que les États africains doivent développer une nouvelle politique de l'eau? La réponse est évidente et je dirais oui. Il faut développer une bonne politique de l'eau parce que non seulement c'est un bien primaire dont la gestion incombe à l'État pour une bonne distribution, une bonne utilisation, un traitement adéquat, mais aussi parce qu'il y a d'autres problèmes sécuritaires qui sont liés à l'eau. Je vous donne un exemple. Récemment en Égypte, et tout le monde sait ce qui le Nil, le grand fleuve Nil, il y a même un adage qui dit que l'Égypte est un don du Nil pour montrer l'implication et surtout je ne vais pas dire coexistence, mais la nécessité pour ce fleuve qu'est le Nil d'être toujours là pour les Égyptiens. Mais on a vu ce qui s'est passé récemment. Des pays comme l'Ouganda, le Kenya, le Soudan, qui ont des implications ou bien un impact sur le Nil, ont décidé soit de faire des branchements certains, soit de faire des barrages, soit des dames, et l'Égypte a senti sa sécurité nationale remise en question. Il y en a même qui parlaient de faire des sabotages dans ces pays. Vous voyez, un problème d'eau. En effet, dans certaines coulisses internationales, ça a été soulevé depuis longtemps que les Africains, s'ils ne font pas attention, l'eau va être une source de conflit. D'où la nécessité d'avoir une bonne gestion de cette eau. Je vous donne un autre exemple. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali, au Niger, en Gambie, il y a des fleuves qui coulent, mais les gens, la plupart des Africains, surtout de l'Ouest, ne se sont pas dit quelle est la source de cette eau, de ces fleuves. La réponse est que la plupart de ces fleuves, de ces eaux, viennent d'un seul pays, qui est la Guinée. Supposons qu'il y ait un dictateur qui vienne et qui dise, bon, je vais changer le cours de l'eau. Ça s'est passé en Russie. Qu'est-ce qu'on va faire donc? Vous voyez, donc ce sont ces genres de questions qui sont importantes à résoudre et à débattre pour voir que la problématique de l'eau, ce n'est pas seulement boire et irriguer ou bien l'utiliser, mais comment maîtriser une bonne gestion de l'eau est une nécessité. Très bien, on va débattre sur cette situation. Je vais provoquer un débat. Je vais vous poser une question, vous deux d'ailleurs, parce que du moment que l'eau est un problème de sécurité
nationales, l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça, ça doit être géré, en tout cas par les nationaux, par les autochtones, pas par des étrangers. Et pour vous, qui gère actuellement l'eau des pays africains, en tout cas qui étaient colonisés par l'Occident? Est-ce que l'eau du Sénégal est gérée par la France ou bien par les Sénégalais eux-mêmes, depuis Senghor jusqu'à Macky? Oui, au Sénégal, bon, récemment, donc la dernière situation est que l'eau est entre les mains des privés. Donc, c'est un grand problème. L'eau étant entre les mains des privés. On peut empoisonner les gens à travers cette eau-là, n'est-ce pas? Bien sûr, mais là n'est pas seulement le problème. La gestion privée. Dans la gestion privée, donc, il y a une fin qui est la recherche de bénéfices d'intérêt, qui est différente de la gestion d'un bien primaire qu'est l'eau et qui serait entre les mains de l'État. Et entre les mains de l'État, si l'intérêt national est la priorité, la gestion que ferait un privé ne serait pas la même gestion que l'État. Jean, est-ce que c'est normal que les pays qu'on appelle, n'est-ce pas, tiers-monde, en commençant les Caraïbes et l'Afrique, pourquoi cette source-là est gérée toujours par l'ancien colonisateur? Pourquoi on n'arrive pas à gérer nos propres ressources, comme par exemple l'eau, l'électricité, l'agriculture? Il faut qu'il y ait un blanc, il faut que l'Occident soit impliqué pour qu'on puisse avancer. Bon, avant d'arriver à l'Occident, il faut poser le problème, à mon avis, autrement. Okay. Le problème de la gestion de l'eau qui est entre les mains du secteur privé n'est pas un hasard. C'est la résultante de l'application d'une théorie, de la théorie néolibérale, qui a voulu tout privatiser. Tout par et pour le privé. C'est une nouvelle forme de colbertisme des temps modernes. Ouais, de quel privé? Le privé, le privé, c'est le privé. Tout par et pour le privé. C'est-à-dire, l'État n'avait qu'un rôle, entre guillemets, de régulateur, à jouer, et réguler les intérêts du privé au détriment de la collectivité. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, on pose le problème de l'eau, mais ça renvoie à d'autres problèmes. Le problème de l'environnement, qui est endémique en Afrique. Depuis que moi, j'étais enfant, à l'âge de 12-13 ans, je lisais Jeune Afrique, on posait le problème de sécheresse. C'est endémique. Alors, puisque nous parlions au début de l'émission de développement, mais il y a lieu de se poser la question, c'est quoi le développement? Allons-nous reprendre le concept du développement de l'européen, ou devons-nous, comme vous le disiez un peu plus tôt, repenser ce que c'est ce concept et l'adapter aux besoins du continent? Ça, c'est un problème majeur. Et pour que nous puissions prendre en charge notre destinée, il nous faut poser le problème, la refondation même de l'Afrique, la gestion du continent. Ça, c'est important. Autrement, on risque de passer à côté et d'apporter des solutions. Et on va continuellement devenir des pompiers à gérer le feu. Il est important de poser le problème, certes, en tant que les relations de centre et de la périphérie, celui par le centre, les pays et les anciennes puissances coloniales, et la périphérie, qui est surtout les anciens pays qui ont été colonisés. Quel genre de rapport qui existe entre ces deux entités-là, et comment redéfinir ces rapports et pour que nous ne soyons plus des victimes de cette situation. Le problème qu'on est en train de poser aujourd'hui, c'est un problème important. Et souvent, lorsque ces problèmes arrivent, on entend, on fait une émission sur TV5 ou bien sur Antenne 2, et on fait venir certains experts européens et qui vont se prononcer, et puis ils pensent pour l'Afrique. C'est pourquoi je me souviens encore de Dem Kodjo, enfant, qui disait le problème de l'Afrique, c'est que de l'extérieur nous regardons, de l'extérieur nous attendons. Alors, c'est à nous
d'assumer notre responsabilité et de nous élever à la hauteur de nos engagements et de nos responsabilités pour gérer le continent. Très bien, très bien. Yeah. On va retourner sur notre invité qui est Papa Ali Ndao. Il a écrit un article d'ailleurs sur cette crise d'eau au Sénégal. Cette crise existe déjà. Il y a bientôt un mois. En tout cas, la capitale a des difficultés, n'est-ce pas? La capitale a soif. Mais je vais vous poser tous les deux une question. Effectivement, nous avons été libres depuis les années 60, certains avant 60. Pour dire que nous dirigeons maintenant notre pays, nous gérons toutes les ressources du pays, l'eau, l'électricité, l'agriculture, tout ce que vous voulez. Mais ce qui manque, moi, c'est que j'ai constaté, je ne sais pas si vous avez dû constater vous-même, faire des analyses sur le côté de management et aussi sur, par exemple, la maintenance. La maintenance, aujourd'hui, le Sénégal ne devait pas avoir cette crise parce que ce tuyau qui a éclaté a été créé bien avant l'indépendance. Et il n'y a jamais eu de maintenance. S'il y avait maintenance, on n'allait pas avoir cette crise, on n'allait pas avoir vraiment ce problème. Il y a un problème de maintenance au niveau même des routes, il y a un problème de maintenance au niveau des bâtiments, il y a un problème de maintenance même au niveau des mentalités. Alors, c'est ça pourquoi l'Africain ou le tiers-mondiste n'arrive pas à chaque fois revisiter, régulariser, voir, il y a un petit trou ici, comme genre ici, votre studio, c'est bien maintenu. À chaque fois, on nettoie, à chaque fois, on voit ce qui ne va pas, ce qui va. On n'attend pas jusqu'à ce que ça éclate et puis on va aller maintenant courir derrière des recherches. La preuve, on a fait encore appel à l'Occident. Oui, la France, venez nous aider parce que c'est vous qui l'avez installé. Mais depuis 50 ans, nous sommes indépendants. Depuis 50 ans, nous avons formé des ingénieurs, des intellectuels, des cadres. Mais pourquoi il y a un problème de défaut, la maintenance en Afrique? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un problème de maintenance qui a amené le Sénégal là où aujourd'hui il y a une crise vraiment très... Pour moi, ça me gêne, c'est gênant. C'est vrai, il y a un problème de maintenance, comme vous le dites, mais c'est... Au Sénégal, la crise de l'eau découle surtout d'un défaut de planning, des priorités. Pour retourner à votre question de maintenance des infrastructures, parce qu'il parle d'un tuyau qui a sauté. Mais techniquement, en effet, les ingénieurs, les techniciens en ont parlé, même si un tuyau éclate, un bon mécanisme de distribution de l'eau devrait avoir un deuxième point de distribution parallèle, un secours, parce que les ingénieurs en ont parlé, et au 20e, 21e siècle, dans cette période, je ne pense pas qu'on ait la seule vision de développer ou bien de fabriquer une distribution d'un pipeline avec un seul tuyau. Ça n'a pas de sens. Donc, il y avait un plan B pour la distribution en cas de pépin, en cas de dysfonctionnement. Donc, c'est deux. Mais le problème, il faut retourner à votre question. Pourquoi pas de maintenance et pourquoi toujours, en Afrique, parfois, on construit des choses et ça, leur gestion, leur maintenance, leur entretien, surtout, ce qu'on appelle, ça pose problème. C'est parce que en Afrique, la plupart du temps, les politiques publiques sont beaucoup plus intéressées sur la gestion du quotidien, de quelque chose, ce qu'on peut voir du moins. Parce que les populations ont un besoin pressant et les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent dépenser beaucoup d'argent dans des choses que les populations vont voir, même si ces choses-là, ces investissements ne sont pas productifs dans le long terme. Il y a des investissements qu'il faut faire dans un pays et dans tous les pays. Pour le long terme, les investissements d'infrastructures sont importants pour les routes, pour la circulation des biens et des personnes, et le maintien de ces infrastructures. Mais dans les politiques africaines, la plupart du temps, on fait de la politique politicienne, qui est de montrer aux gens, voilà le montant d'argent qu'on dépense, sans pour autant qu'il y ait une implication directe ou bien sur la vie des populations, un impact. De ce fait, qu'est-ce qu'on fait? En Afrique,
les politiciens préfèrent dépenser beaucoup d'argent dans le folklore, dans des choses qui n'auront pas de poursuivi, qui n'auront pas de suivi. C'est ça. C'est ça ce qui a causé cette crise de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'explications, mais heureusement, la crise a été, comme je l'ai dit, un wake-up call. Et elle a été maîtrisée quand même. Yes. D'ailleurs, c'est là où je vais demander à Jean, le problème de maintenance, le problème de management, le problème de dégager un budget de maintenance au niveau des pays, en tout cas du tiers-monde, en commençant par Haïti. Est-ce qu'en Haïti, le secteur public et le privé, est-ce qu'ils travaillent ensemble pour effectivement cette maintenance, les routes, les tuyaux, l'eau, l'électricité, d'Haïti jusqu'en Afrique? Pourquoi on n'est pas à ce niveau-là? Pourquoi nous n'avons pas de budget de maintenance comme les grandes puissances? Ici, on n'attend pas jusqu'à ce que quelque chose éclate. Chaque matin, on doit vérifier parce que vous avez dit l'eau, c'est un problème de sécurité nationale. On ne doit pas jouer avec l'eau. Il devait y avoir un groupe d'ingénieurs qui vérifie ces tuyaux-là chaque matin que Dieu fait, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Alors, votre commentaire? Ogo, souvent, lorsqu'on parle de rapport entre le Nord et le Sud, le rapport d'aide au développement, tous ces concepts méritent d'être revisités. Et parce que c'est un rapport qui perpétue une dépendance. Une dépendance qui va permettre à l'Occident de continuer à se nourrir de la misère du tiers-monde. Et souvent, il y a nécessité aussi de reposer la question de qu'est-ce qu'on appelle le sous-développement, qu'est-ce qu'on appelle le développement. Je me souviens encore, j'étais en classe de rhétorique, il y avait des questions d'intérêt généraux qu'on posait. Quelles sont les causes du développement, du sous-développement? On nous donne une litanie de réponses, détérioration des thèmes de l'échange, on parlait de faibles taux de production. Mais ce sont des interprétations fausses. Parce que on a la détérioration des thèmes de l'échange, on a un problème de sous-production, on a un niveau d'analphabétisme, comme on dit. Ce ne sont pas les causes du sous-développement. Ce sont les conséquences du sous-développement. Lorsqu'on est sous-développé, on a ces problèmes-là. Ce ne sont pas les causes. Et lorsqu'on vous fait étudier les causes au lieu pour des conséquences, il y a un problème d'interprétation grave. Il nous faut alors repenser les concepts, les redéfinir et remettre nos pendules à l'heure pour mieux gérer le problème. Dans ce cas-là, je dis toujours, vaut mieux tard que jamais. Et l'Occident continue de nous entretenir. Et les dirigeants qui ne sont pas responsables n'essaient pas de se défaire de ce carcan qui nous empêche de poser les problèmes et de trouver des solutions durables. Et ce n'est que maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on parle de solutions durables. Et les solutions durables sont souvent les solutions imposées par l'Occident et qui ne tiennent pas souvent compte de la réalité des pays qui ont été victimes de la colonisation. Alors, lorsque vous parlez d'Haïti, que ce soit Haïti ou le Sénégal, c'est la réalité de la dépendance. L'entretien de la dépendance et le problème de nos jours qui est posé, le problème de la gouvernance. Et lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est quoi? Lorsque l'Occident vous impose la bonne gouvernance, après avoir contribué au pillage, au gaspillage, au pillage des biens de ce pays-là, ces pays sont devenus endettés et puis on a contribué à aider certains prédateurs à dilapider les fonds publics et ce sont ces mêmes gens qui reviennent à la charge pour vous imposer une bonne gouvernance à travers des programmes d'ajustement structurel et qui vont détruire, désarticuler l'économie nationale et vous imposer une situation de misère économique. On vous impose, à Pasteur Théogo, le néolibéralisme qui va contribuer à désarticuler l'économie locale, à affaiblir l'État et à renforcer le privé et à agrandir la dépendance
de ces pays-là. C'est un problème complexe qui n'a pas de solution simpliste, mais qui réclame des réflexions approfondies et en continu. D'où l'importance de notre plateforme. Nous ne sommes pas là pour critiquer seulement, mais il nous faut faire une évaluation sérieuse et responsable de notre situation et commencer à dégager des pistes de solutions qui répondent aux besoins de nos peuples. Très bien. J'allais vous demander, avant de conclure ce segment avec Papa Alindao, il y a un problème, il y a une crise, le fait est déjà là. Mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Vous avez fait une très bonne analyse, mais maintenant, parlons de solutions. Nous sommes en 2013, ils nous écoutent. Les leaders, en tout cas, du Sénégal, de l'Afrique, d'Haïti, nous écoutent, nous regardent. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution à ces problèmes d'eau au Sénégal? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux responsables du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils doivent faire à partir de maintenant pour le management du pays, sur tous les domaines? Je me souviens, encore lorsqu'il y avait le problème d'inondation au Sénégal, Ouais. j'ai vu le Premier ministre qui a été remercié dans un hélicoptère faire le tour de la ville. Et en descendant, il prenait note. Il a descendu, il a dit, oh, moi j'ai trouvé la solution. Hein. Je me suis dit, ah bon? Aussi facile, aussi vite, aussi simple? Le Premier ministre, je ne connais pas ses qualifications, autant que je sache. Il n'est pas un spécialiste en urban planning, en planification de ville. Vous n'êtes pas ingénieur de ville. Comment pouvez-vous, du haut de votre hélicoptère, et trouver une solution à une inondation? Si vous n'êtes pas accompagné de spécialistes pour vous faire une étude sérieuse de la situation, vous ne sauriez avoir sinon de solutions populistes et démagogiques. Alors, moi, les problèmes, les solutions, je peux me référer à des lieux communs, des gens qui ont fait des réflexions approfondies sur le problème de traitement de ces biens communs. Il n'y a pas les deux biens primaires, mais l'eau est un bien vital. Yep. OK? Et j'ose donner une promotion à la qualification au lieu de primaire, c'est un bien vital. L'espèce dépend de l'eau pour survivre. Alors, si on a une bonne gestion de l'eau, et ça nous renvoie à la gestion de notre environnement, à la gestion de la planification de l'environnement en général, et que ce soit la façon dont on bâtit les maisons, et la gestion de l'eau dépend du développement des villes. Si maintenant on a un problème de surpopulation, il faut bien gérer l'eau. Et lorsqu'on a un problème de surpopulation, on ne peut plus continuer à bâtir de façon horizontale. Il faut penser à des bâtiments type vertical, les gratte-ciel, comme on dit. Alors tout cela, il va dépendre, la gestion de l'eau va entrer en ligne de compte parce que si la gestion de l'eau n'entre pas en ligne de compte, les gens qui vont habiter au 17e étage, au 18e étage, ne pourront pas trouver l'eau pour s'en servir. Par conséquent, c'est un problème assez important qui ne saurait avoir une solution facile et simpliste. Je ne suis pas qualifié pour apporter une solution, mais je pense qu'il y a des lieux de référence qui peuvent nous aider à mieux cerner le problème. Non, vous avez déjà souligné un manquement. Je commence par cette... avant, vous allez faire votre développement. Ce ministre qui a en tout cas été sur les airs en regardant en bas pour voir l'inondation et il descend, il dit qu'il a la solution. Voilà aussi ce qu'on appelle l'orgueil de nos intellectuels africains qui ne consultent pas à leur directeur de service, leurs techniciens qui sont spécialisés sur un domaine. Mais ce n'est pas parce qu'on est nommé ministre et on doit aller visiter un champ d'agriculture, on peut revenir que oui, oh, ça va aller cette année, ça va marcher. Il faut consulter, il faut travailler avec effectivement vos collaborateurs techniques. Maintenant, ça c'est un complexe que dites-vous avant de répondre, à venir avec des solutions. Pensez-vous qu'on doit se départir de ce type d'intellectuels qui managent, qui dirigent le continent? Oui, le problème, c'est pas seulement au niveau des intellectuels, c'est un problème social. Parce que bon, si des intellectuels viennent dans chaque gouvernement,
on trouve les mêmes comportements. Donc, on peut dire que c'est un problème qui est dans la société elle-même. Donc, il faut revoir, peut-être, c'est bien, les habitudes de gestion, il faut revoir les habitudes je ne vais pas dire la réflexion, mais c'est le comportement des pouvoirs publics à l'égard des populations qu'il faut. Parce que la plupart du temps, c'est comme ils ne se sentent pas investis d'une mission et d'un devoir de produire des résultats. Alors que si on est investi et si on a la charge de définir des politiques publiques, on a un devoir et une obligation de résultat de satisfaire les populations. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas réussi. Donc, ces gens-là devraient avoir une position un peu plus humble parce qu'ils n'ont pas réalisé les objectifs du développement d'un pays comme le Sénégal depuis les indépendances. Donc, c'est deux. Mais pour revenir aux solutions, pour ce qui est de l'eau, il y a deux aspects. Il y a une solution, ou bien des solutions qui vont émaner des pouvoirs publics, parce que c'est un problème de gestion. Il faudra faire un bon planning, il faudra faire, vous l'avez souligné, le problème, inclure des techniques d'entretien, de maintenance, dans la gestion et dans la construction des infrastructures. Et aussi prévoir, parce qu'en matière de politique publique, on ne peut pas chaque fois, comme il l'avait dit, jouer le rôle de sapeur-pompier, de courir après le feu. Il faut savoir prévenir, il faut savoir planifier. Et comme ça, comme des incidents pareils arrivent, on a déjà des solutions parce qu'on l'avait inclus dans la gestion. C'est pourquoi je reviens encore dans l'article. Je disais que c'est un wake-up call parce que cette pénurie d'eau au Sénégal, bien qu'elle soit difficile, a permis aux autorités de revoir leur gestion de l'eau, de revoir leur politique de distribution de l'eau et savoir qu'on ne peut pas seulement se baser sur une source d'eau pour servir une capitale de milliers de personnes, alors qu'il y a beaucoup de sources d'eau. L'eau coule, l'eau de ruissellement, l'eau des pluies, les eaux souterraines, les eaux des rivières, les eaux de fleuves, tout ça sont des eaux. Et la technologie est là, il faut savoir récupérer ces eaux, créer des réservoirs, faire un traitement, même désaliniser. Des bassins versants. Donc il faut des solutions. Mais il y a aussi le rôle des populations. Comme vous l'avez bien souligné, les populations ont un comportement envers l'eau. L'interaction des populations avec l'eau, l'environnement, vous l'avez dit. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'eau comme un bien qui ne va jamais finir. Dire que ça coule et source intarissable. On l'utilise de manière... Il faut être un peu frugal dans la gestion des eaux. Les populations, avec cette pénurie, je pense, veilleront à avoir des réserves d'eau, utiliseront des eaux différenciées dans la distribution, dans le traitement. On peut utiliser des eaux différentes pour se baigner, pour arroser, pour laver le linge, et donc essayer de limiter le gaspillage. Donc cette pénurie d'eau a été une bonne chose pour les autorités et pour les populations dans leur interaction avec l'eau, qui est un bien et qui n'est pas du tout un bien qui ne va jamais finir. Et c'est un problème de sécurité si on ne gère pas bien cette question d'eau. Très bien, bien dit. Donc, nous allons en pause musicale et à notre retour, on va maintenant transiter de l'Afrique, aller dans les Caraïbes et parler un peu de ce qui se développe actuellement entre Haïti et Saint-Domingue. Et ça, c'est une crise que nous devons parler, surtout que cette station est là pour effectivement créer un pont entre les Caraïbes et l'Afrique et les Amériques. Donc, notre mission ici, c'est effectivement informer, guider, éduquer. Nous allons en pause musicale. Haïti, c'est pas seulement belle plage, cocoyer, côté pied boire, danser, petits oiseaux à chanter. Haïti, c'est pas seulement au mar, bol en mer, rêve monter dans la lune après yon clairin. C'est surtout yon petit coin qui donnait la misère. Côté soleil, besoin clairer, pourquoi pas faire noir, même si c'est pas yon paradis.
Voilà, nous sommes de retour. Vous êtes en train de nous écouter et de nous regarder un peu partout, la télévision et radio en même temps, ACR TV, et nous sommes là pour vous servir. Et je suis là avec un invité de marque venant de la communauté africaine des États-Unis. Son nom c'est Papa Ali Ndaw, né au Sénégal. Et il a fait un article, un grand article qui a soulevé beaucoup de débats d'ailleurs au sein de la communauté sénégalaise et au Sénégal en ce qui concerne la crise d'eau. Il a fait des propositions concrètes, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Jean Béliard aussi, c'est mon spécialiste de la politique internationale. OK. Donc, maintenant, du Sénégal, nous allons directement sur Haïti. Cap sur Haïti et Saint-Domingue. Il y a une crise entre ces deux pays. Comment et pourquoi les Haïtiens, on les expulse, pas seulement à Saint-Domingue, mais dans certaines îles des Caraïbes. Les Haïtiens, souvent, la majeure partie, depuis le tremblement de terre en Haïti, la plupart des Haïtiens maintenant émigrent et quittent Haïti pour aller dans les autres îles. Ils sont aussi un peu partout maintenant. Pourquoi? Parce que je pense qu'Haïti aussi souffre d'une politique de gestion, d'une politique de management. Il y a toujours un problème de «toi, je m'y mets». Et il y a aussi cette crise entre Haïti et l'Occident qui n'en finit jamais. Parce que certains disent que l'Occident ne va jamais laisser Haïti se développer pour se venger en permanence contre, n'est-ce pas, cette fierté haïtienne qui s'est battue, qui a fait sortir l'Occident par la force, devenir la première nation nègre au monde. Il y a plusieurs, en tout cas, critères qui retardent ce pays. Il y a plusieurs critères qui créent aussi des problèmes de mentalité. Haïti a produit les premiers intellectuels africains dans ce monde. Donc, c'est la première nation nègre, la nation la plus démocratique du monde, même bien avant les États-Unis d'Amérique, d'après mes recherches. Oh. Parce que je suis très fier d'Haïti. Moi, c'est haïtien bien moi-même. OK? Donc, Jean, voulez-vous nous faire une analyse qu'on va partager avec notre guest qui travaille avec les Haïtiens également de la diaspora? Comment ce conflit a commencé? Pourquoi ce conflit maintenant? Pourquoi on expulse les Haïtiens en Saint-Domingue? Why? Il y a une longue histoire. Lorsqu'on parle d'Haïti et Saint-Domingue, c'est une île qui est partagée, deux pays partagent, Haïti et la Dominicanie, la République dominicaine. Il y a d'abord un contentieux historique où les Haïtiens avaient occupé la Dominicanie pendant 25 ans. J'en ai entendu. Et bon, nous avions été le premier à prendre notre indépendance. Et pendant que eux, ils étaient encore sous le joug de l'esclavage, de la tutelle espagnole. Et nous avions fait la conquête de l'Est. La conquête de l'Est où là, on a vraiment chassé les Espagnols. Et pendant 25 ans, Boyer, qui était le président à l'époque, a contrôlé, dominé l'île. Et depuis lors, il y avait un problème. On aurait reproché aux Haïtiens la façon dont ils auraient géré le pays pendant ces 25 années d'occupation. Bon, ensuite, il y a un problème de gouvernance qui s'est posé. Et pendant un bon bout de temps, Haïti était bien en avance par rapport à la Dominicanie. Et durant même les années 50, 40, et Port-au-Prince représentait une ville idéale pour les Dominicains. Mais après, on doit se rendre compte, ils se sont regroupés et il y a une renaissance qui a été faite au niveau de la Dominicanie à travers, depuis Batista et pour arriver, pas Batista, Balaguer et le fameux, il y a aussi celui qui a organisé le massacre des Haïtiens. Il y a eu le massacre des Haïtiens. Et plus de 37 000 Haïtiens ont été massacrés. Ça fait environ 67 ans, si je ne me trompe pas, que ce massacre a été perpétré. Et là où l'on faisait prononcer le mot de Pélékhir aux Haïtiens, si vous ne pouviez pas prononcer ce mot, c'est-à-dire que vous n'étiez pas dominicain, vous étiez donc massacré. 37 000 Haïtiens ont été massacrés. Et en plus, l'absence d'organisation de la cité, l'absence de réponse politique adéquate à la gestion du pays a permis
réalité de fuite des Haïtiens vers l'étranger. Dans un certain moment, ils allaient vers Cuba. Et ensuite, ils ont été à la Dominicanie pour travailler dans les bâtiments dominicains, les grandes plantations de sucre dominicains. Et là, ils étaient traités comme de bêtes de somme. Et souvent, les Dominicains ont été dénoncés par certaines organisations internationales pour le traitement des Haïtiens. Mais de temps à autre, les Haïtiens vivant en Dominicanie ont été utilisés comme des boucs émissaires. Chaque fois qu'il y a un problème entre les deux peuples, et les autorités dominicaines jetaient leur dévolu sur ces Haïtiens-là en les expulsant et souvent en exploitant, en volant leurs richesses. Il y en a qui ont vécu en Dominicanie pendant des années, qui ont amassé certaines richesses et lorsqu'ils sont renvoyés en Haïti, on leur vole tout ce dont ils possédaient et ils sont renvoyés en Haïti les mains, pieds et mains liés dans une certaine mesure, certaines expressions que j'utilise, mais absolument rien en poche. Alors, la situation s'est aggravée pendant les 30 et 40 dernières années avec la fuite continue des Haïtiens vers la Dominicanie. On dirait qu'il y aurait environ 1 million d'Haïtiens vivant en situation irrégulière en Dominicanie. Et cette situation, c'est une force de travail taillable et corveillable à merci, exploitée, humiliée, traquée, piétinée par les autorités dominicaines. Et aujourd'hui, encore une fois, et à cause d'un problème qui existait entre Haïti et la Dominicanie, où la dépendance accrue économique, la dépendance économique des Haïtiens, où tout ce que nous consommons vient de la Dominicanie, eh bien, les autorités haïtiennes avaient pris une décision à cause de la grippe aviaire en interdisant les œufs dominicains de traverser la frontière pour venir en Haïti. Ceci avait causé de sérieuses difficultés économiques à la bourgeoisie dominicaine qui ont juré de nous punir pour cette histoire. Et finalement, la Cour constitutionnelle dominicaine a pris cette décision, la décision de la honte. Et je dois dire, ce n'est pas la première Cour à prendre des décisions gênantes, humiliantes. Vous vous souvenez, la Cour suprême ici des États-Unis a eu à prendre des décisions disant que certaines personnes ne sont pas égales à d'autres, les Noirs sont inférieurs. Et aujourd'hui, la Dominicanie, au lieu de s'affranchir de ces marches arrière, eh bien, s'engage dans cette voie de garage et puis a décidé d'expulser, d'enlever la nationalité aux Haïtiens qui sont nés en Dominicanie depuis 1927. Une loi rétroactive, illégale, en fonction de tous les traités internationaux signés par la Dominicanie. Comment peut-on enlever la nationalité à quelqu'un? Lorsqu'on est un pays, on s'inscrit dans une certaine forme de culture. Ou bien c'est le jus sanguini que vous appliquez en fonction de la citoyenneté, c'est-à-dire c'est la loi du sang qui donne la nationalité, ou bien c'est le jus soli, c'est la loi du sol. Et au moment où je vous parle, je ne sais pas, je pense que la Dominicanie, c'est la loi du sol. Et si vous êtes né dans le pays, vous êtes automatiquement citoyen du pays. Mais comment pouvez-vous revenir plus de 3 générations en arrière pour enlever la nationalité à des citoyens qui ont vécu et des gens qui n'ont absolument culturellement presque rien à voir avec Haïti, qui ne parlent même pas la langue créole, et bien maintenant on leur enlève la nationalité. C'est une situation qui, encore une fois, met à nu la position raciste des Dominicains. Mais cependant, c'est un rappel, puisque vous parliez tout à l'heure de réveil, de wake-up call. Je pense qu'il nous revient à nous autres Haïtiens de nous regarder dans un miroir et se dire que nous avons un devoir. Je me souviens du marquis de Sade qui disait aux Français, « Français, encore un effort, si vous voulez être républicains. » Eh bien, il est temps pour nous autres Haïtiens de dire, tout comme Camus, pour exister, il ne suffit pas de penser. Il nous faut une révolte. Je me révolte, donc nous sommes. Et nous devons nous révolter contre la gestion que nous avions imposée à nos compatriotes. Nous devons nous faire l'effort de nous dépasser pour empêcher
à notre peuple de continuer à enregistrer ces gifles de la part des autorités dominicaines. C'est la façon, dont, en tant que citoyen, je vois cette situation. Une belle présentation, très, très, très profonde et une bonne diagnostic. Maintenant, je vais demander à Papa Ali de nous faire son analyse et comment il voit cette situation en tant qu'Africain, votre pensée africaine, parce que Haïti, c'est un domaine, c'est l'Afrique en miniature. Donc, au moment où nous parlons de diaspora africaine, l'unification de la diaspora, avant on parlait le panafricanisme, mais maintenant on parle de diaspora. Alors, au moment où aussi les pays africains ils sentent déchirent, au moment où un pays africain expulse des ressortissants d'un autre pays africain frontalier, ça s'est passé en Afrique plusieurs fois. Ghana a expulsé une fois des Libériens, Ghana a expulsé les Ivoiriens ont expulsé des Sénégalais. Vous voyez, c'est des choses, je pense, qui doivent s'arrêter. Comme a dit Jean, effectivement, l'Haïtien doit être un bon républicain, comme l'Africain aussi doit aimer son africanité, aimer son histoire, son passé, n'est-ce pas, son originalité. Et ne pas mettre toujours avoir la belle cravate, c'est beau, d'accord, mais cette belle cravate, c'est pas cette belle cravate qui va te faire. Voilà, c'est très joli. Non, c'est pas ça qui fait l'homme, c'est pas ça qui crée vraiment un républicain. J'aime beaucoup ces mots-là. Haïtiens, c'est nous-mêmes, nous. Il faut que nous venions tourner républicains. Un jour, nous prenons un taxi à Manhattan pour Brooklyn. Et puis, on a c'est haïtien lié, on dit, oh, ça passe. I don't speak Creole. I said, stop the car. Je suis sorti avec mon épouse de là. J'ai dit, voilà un haïtien qui n'a pas honte. Pourquoi je lui parle sa langue maternelle, il dit qu'il n'est pas haïtien. Cette faiblesse-là, comment analysez-vous vraiment l'analyse de ce qu'il vient de dire? Et vous, en tant qu'Africain, comment analysez votre situation et qu'est-ce que vous proposez comme proposition de solution? Ne pas encore attendre l'Occident venir avec des voyages de diplomatie. C'est triste, mais moi, c'est comme Einstein. Chaque fois qu'il y a un problème dans la diaspora, moi je vous dis qu'il y a une solution. C'est triste parce que ce qui vient de se passer entre Haïti et la Dominicaine République, ça s'est passé, comme vous l'aviez bien dit, en Afrique, des pays africains. C'est que, bon, parfois, comme on le dit en psychologie, on fait ce qu'on appelle displacement. Quand il y a des problèmes internes, on essaie de mettre ça soit sur des minorités, on essaie de mettre ça sur les gens qui sont les moins représentés. Alors que Haïti, c'est le peuple noir tout entier qui a un devoir envers l'Haïti, envers le peuple haïtien. Donc, et la République dominicaine est une représentation, je dirais même, de Haïti. Parce qu'il y a des Noirs, beaucoup de Noirs qui vivent dans la République dominicaine. Bien sûr, il y a des Espagnols, l'invasion espagnole a introduit une autre population, mais c'est la plupart des Noirs qui vivent dans cette République, cette population partage la même culture que le peuple d'Haïti. Donc, un peuple, des gens qui ont le même destin, la même culture. C'est la politique, même histoire. C'est la politique qui a fait qu'il y a la division entre les deux peuples. Sinon, la majorité, les gens qui sont intrinsèquement originaires de la Dominique, surtout le peuple noir de la République dominicaine, ce peuple noir partage les mêmes origines que le peuple haïtien. Donc c'est deux. Mais au-delà de ce rapprochement et de ce partage culturel et de ce qu'on doit au peuple haïtien, c'est la diaspora haïtienne, il revient à la diaspora haïtienne de resserrer les coudes et de se dire qu'on va relever les défis. Comment? C'est de faire à ce que Haïti reprenne sa position de peuple leader noir dans cet hémisphère. C'est possible, c'est faisable, parce que les Haïtiens sont très entreprenants dans la diaspora. Les Haïtiens ont beaucoup de réussite ici aux États-Unis et en Europe. Pourquoi ne pas influer la politique
de Haïti et ne pas laisser ce qui se fait en Haïti entre les mains des étrangers. Regardez, allez au niveau des Nations Unies, allez dans les organisations internationales. Ce sont des organisations étrangères qui gèrent la plupart de ce qui se fait en Haïti. Yes. Alors que les Haïtiens ont le pouvoir, ont les connaissances, ont les moyens, avec la diaspora, de bien faire et de bien gérer Haïti. Il nous revient à nous tous, peuple noir, comme le disait Césaire, de faire une contribution. Parce que ce peuple, parce que c'est un même peuple. On ne peut pas privilégier une partie et laisser le reste. Et Haïti, le problème qu'il a avec la Dominique, c'est un problème politique qu'il faut dépasser, régler et essayer de faire à ce que le peuple haïtien reprenne son droit de cité qui est la leur et qui est un peuple leader pour la communauté noire. C'est deux. La diaspora haïtienne a un rôle à jouer. Le peuple africain et toute la diaspora noire doit essayer de faire à ce que ces problèmes entre la Dominique et la République, que ces problèmes se taisent. Bien sûr, il y a un problème de droits de l'homme aussi. Parce que dans tous les pays du monde, chaque fois un problème pareil se pose, on saisit les Nations Unies. Donc, il y a un problème de droit qui se pose et Haïti et le peuple haïtien peut aussi recourir aux Nations Unies en dehors de la culture, en dehors de l'histoire. C'est ça. Donc, il y a des solutions. Très bien. Avant de retourner le micro à notre analyste Jean Béliard, je vais aussi également faire un appel envers les décideurs de l'Union africaine, parce que l'Union africaine a effectivement initié un nouveau département, c'est-à-dire la sixième région de l'Afrique, qui est maintenant la diaspora. Donc, les Nations Unies envoient souvent des émissaires pour s'il y a des conflits, mais l'Afrique doit impliquer ce qui se passe dans les îles des Caraïbes. L'Afrique doit impliquer ce qui se passe dans la diaspora africaine. Les Haïtiens aussi doivent maintenant s'ouvrir vers la diaspora africaine. Les Haïtiens doivent maintenant s'ouvrir vers l'Afrique. Il faut aller vers les Nations Unies. Vous avez des institutions qui sont là pour vous défendre et pour vous protéger contre les autres institutions au niveau international. Je pense que s'il y a une mission que les Nations Unies doivent dégager, et effectivement l'Union africaine doit faire en partie pour effectivement aller s'asseoir avec leurs propres frères et sœurs, parce que nous nous connaissons mieux entre nous qu'entre les Blancs qui viennent régler nos problèmes entre nous. C'est pas ça. Je pense que la meilleure solution, c'est l'Union africaine doit s'impliquer dans cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Jean, mais c'est que vous êtes en train de faire ici, cette station qui est là, qui est effectivement un pont qui relie entre l'Afrique et les Caraïbes, et on doit utiliser ces ponts-là jusqu'aux grands décideurs des Nations Unies, de l'Union africaine, et les Haïtiens aussi. Ils doivent maintenant venir. L'Afrique, c'est pour eux. Il y a une loi, tout Haïtien qui veut retourner en Afrique, vous avez une terre libre pour vous, free land. Non, c'est une loi. Ce n'est pas la première fois qu'on est en train de poser des problèmes. Et l'Union africaine, je serais vraiment heureux de voir l'Union africaine s'impliquer. Yes. Mais à chaque fois qu'il y a des conflits au niveau... vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Libye, lorsque l'Union africaine avait fait une proposition? Ça a été la proposition la plus, à mon avis, viable pour trouver une solution. On n'avait pas laissé à l'Union africaine la possibilité d'implémenter cette proposition. Parce que l'Occident encore veut que ce soit lui qui doit être la source de toutes les solutions. Vous vous souvenez comment Sarkozy s'est arrangé pour court-circuiter tout ce qu'a essayé de faire Zuma et l'équipe de l'Union africaine. Ce n'est pas une raison pour nous autres de démissionner. Je pense que l'appel est fait à la diaspora haïtienne est vraiment bien placé. Et nous jouons notre rôle, mais nous devons jouer un rôle beaucoup plus actif. Nous devons cesser d'être simplement la caisse de résonance d'une bourgeoisie comme Brador en Haïti, et une bourgeoisie qui n'a rien à voir avec le développement du pays, une bourgeoisie qui refuse de s'identifier au pays, une bourgeoisie qui
qui n'a aucune âme, aucun état d'âme par rapport à ce pays-là. Et nous faut dégager et développer une bourgeoisie responsable et nationale, et nationaliste, et qui va prendre en charge et gérer les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Ce n'est pas un simple vœu pieux, mais c'est un devoir citoyen, c'est un rendez-vous citoyen. Nous avons pour la responsabilité de nous élever, bien sûr, pas seulement pour Haïti, mais cette plateforme qui existe ici, où j'ai le privilège de partager ce micro avec M. Ndao, Pape Ndao, et me donne un peu de chaleur, apporte un peu de chaleur au cœur, parce que n'eût été cette plateforme, peut-être nous n'aurions jamais eu la chance de partager une plateforme ensemble et de réfléchir sur un problème du côté du continent africain et de l'autre du côté de la Caraïbe. Et c'est cette plateforme que nous avons la responsabilité de continuer à améliorer, à approfondir, à renforcer, pour que nous autres Africains et Caribéens puissions avoir une voix au niveau de l'extérieur et une voix qui est responsable et qui va forcer les dirigeants à nous regarder autrement. Yes. Et qui va engager un rapport constructif avec les pouvoirs établis, les institutions, et essayer de redéfinir les rapports entre la diaspora et l'Afrique, la diaspora et la Caraïbe. C'est là mon vœu le plus cher, et j'espère qu'en continuant à tendre la main aux autres frères et sœurs qui ne sont pas encore au courant de ACRTV, et la responsabilité nous incombe de continuer à faire cette promotion pour que nous puissions vraiment représenter cette force, ce quatrième pouvoir qui pourra vraiment servir au développement de l'Afrique et renverser la vapeur, parce que notre mission, elle est vraiment sérieuse. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il nous faut nous atteler à la tâche qui nous attend. Très bien, très bien. Donc, nous sommes presque à la fin de cette belle émission historique, là où les Caribéens et Africains autour de la table discutent les problèmes en Afrique, en Haïti. Vous avez parfaitement raison. La diaspora haïtienne a une grande responsabilité. Il faut que cette diaspora s'ouvre vers la diaspora en général, vers les Africains, les émigrés africains qui vivent aux États-Unis d'Amérique, et aussi se rapprocher des Noirs américains. Nous sommes 3 familles, mais 3 familles séparées qui ne travaillent pas ensemble. Même mère, même père, mais différentes mères. Alors, mais c'est le même sang. Alors, je pense qu'il est temps qu'on arrive quand même à travailler ensemble. Vous avez bien fait ça, c'est un blessing, le fait d'avoir une idée, de créer un pont qui va relier entre les peuples d'Afrique et la diaspora. Ça, c'est extrêmement important. C'est là où nous allons avoir notre voix. C'est là où nous allons s'imposer au niveau international, au niveau mondial, et participer à tout ce qui va se développer, passer, organiser, arranger pour nous, que nous soyons au devant. Et ça, nous ne pouvons pas le faire sur des simples discours. Il nous faut des institutions. Il faut créer des institutions pareilles. C'est en ce moment qu'ils vont nous respecter et qu'ils vont nous écouter. Ils vont passer par nous. Donc, le dernier mot pour ce soir. C'est un honneur d'être là, et comme Lucien l'a dit, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est vos derniers mots. C'est une lourde tâche qui nous incombe, mais je sais que nous pouvons relever les défis, parce que je suis très honoré, mais ému aussi de savoir que les défis qui sont devant nous, nous pouvons les relever si nous travaillons ensemble. C'est ça. Parce que nous avons les mêmes problèmes, que ce soit en Haïti, à travers les Caraïbes, dans la communauté africaine, ici, en Afrique. Ce sont les mêmes problèmes. Donc, les mêmes problèmes peuvent être solutionnés, mais il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs. La communauté noire dans son ensemble a un travail de prise de conscience à faire, un travail de retrouvailles, et surtout de redéfinition de nos priorités. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais
il faut qu'on se parle, qu'on se concerte. Ce plateau est déjà un bon début, un départ. Bien sûr, il faut s'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'opportunités. Les Nations Unies sont là, les missions africaines, les missions des Caraïbes, la francophonie, les pays africains. Il faut s'ouvrir, il y a des organisations, il y a beaucoup d'événements qui se passent aux Nations Unies à travers l'Afrique, durant lesquels... Même échange commercial, les business sont là. Le business et ce plateau peut être utilisé à cette fin. Parfois, c'est un problème de communication qui se pose, mais j'espère qu'avec des discussions pareilles et une ouverture, non seulement notre travail sera beaucoup plus facile, mais je pense que nos objectifs seront atteints. Bien. Pour moi, le dernier mot, regarde, Jean, il n'existe pas de pont aérien entre les Caraïbes et l'Afrique directement. Ça n'existe pas. Quand l'Haïtien ou le Caribéen veut aller en Afrique, il va jusqu'à Miami, New York ou bien Paris. Donc, c'est ça qui retarde d'ailleurs le développement des Caraïbes et l'Afrique. Regarde comme ce qu'il y a comme produit entre ces deux régions. S'il y avait des ponts aériens entre les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est les autres qui en empêchent que ça se fasse. Pourquoi? Parce qu'il y a un développement économique qui va se faire s'il y avait des ponts aériens entre les Caraïbes. Les gens en parlent, les policiers en parlent depuis 50 ans. Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qu'on peut faire. Mais déjà, Jean a commencé et nous sommes là. Il a créé ces ponts. Il dit qu'il ne peut pas construire le pont seul. Et nous sommes venus le joindre. Et nous demandons, vous qui nous écoutez, qui nous regardez là-bas, faites comme Jean. Il faut créer des institutions, il faut créer des produits. Et ces produits-là doivent être connus en Afrique. Il faut aller en Afrique également et aussi prendre les produits africains, les amener dans le marché caribéen. C'est là l'échange économique. C'est ça le peuple, c'est ça qui nous manque. Nous n'avons pas encore ces marchés entre nous pour échanger et développer entre nous. On ne peut pas seulement parler avec la pauvreté après, rien. Donc Jean, je vous laisse le dernier mot pour ce soir et puis on va clore cette belle émission. Encore une fois, c'est pour moi un grand plaisir de partager le plateau avec M. Ndao et vous aussi, Ogosso. C'est un sujet très important que nous avions discuté ce soir. Et ce n'est qu'un début. Ce qui importe, c'est de continuer à réfléchir de façon responsable sur des sujets qui vraiment marquent la vie de nos peuples. Et en tant qu'avant-garde, la responsabilité nous incombe de nous élever au-dessus de la mêlée et à la hauteur de nos responsabilités. Et comme disait Fanon, chaque génération a une mission. Alors, la nôtre, essayons de nous acquitter de la nôtre avec dignité et fierté pour qu'au soir de notre vie, nous pourrions dire avec Pablo Neruda, j'avoue que j'ai vécu. Merci. Merci beaucoup Jean pour le support technique et également Yves, merci pour le support technique comme toujours. Non, je me suis trompé, je voulais dire Yves. Je voulais Yves Dosso. Merci Ampel. C'est nous-mêmes là. Ok. Good night. Pourquoi faire Noël si c'est pas un paradis? Moi, Et moi, je vous disais que j'avais beaucoup de... Mais je pense que avec beaucoup de vous allez dépasser vos objectifs. Avec beaucoup d'ouverture, vous allez dépasser vos objectifs. Parce que ça, c'est un besoin, il y a un besoin pour ça.
a un besoin pour ça. En Europe, la communauté noire en Europe est importante. Deviennent productifs, il faut impliquer le peuple noir le plus important qui est actuellement le Brésil. Le Brésil. Donc peut-être dans une de nos émissions, on va faire ça parce qu'actuellement ils sont en train de sortir. Le Brésil. C'est ça sans fort. Manger beaucoup.